Ainsi, je souhaite bon conseil à ceux qui me préviendront, comme à ceux qui me suivront, et qui, je le sais, entreront en lice avec nous, ainsi que nous avons fait avec nos devanciers. Cette citation est tirée de l'histoire naturelle de Pline. Cette parole est destinée à ceux qui suivront Pline. Nous avons ici une enluminure de Pline et de l'histoire naturelle faite par ceux qui le suivront, ou du moins qui tentent de suivre ses traces et de retracer son parcours. Une enluminure, c'est une peinture ou un dessin exécuté à la main qui décore et illustre un texte ou un manuscrit dans un codex. Enluminer veut dire mettre en lumière. La fonction de l'enluminure permet de magnifier le texte. Vers 1510, enluminer veut dire mettre en couleur quelque chose, en général des lettres peintes, des livres religieux ou des miniatures ornant d'anciens manuscrits. Pline l'Ancien, en latin Caius Plinius Secundus, est un important écrivain et naturaliste romain du 1er siècle après Jésus-Christ, mort en 79 lors de l'éruption du Vésuve à Pompéi. Il est l'auteur d'une monumentale encyclopédie intitulée Histoire naturelle. C'est l'évolution des arts de l'image qui nous sont contés par les histoires naturelles de Pline publiées en l'an 77 qui constitueront notre principale source. C'est une encyclopédie comportant 37 volumes. On est donc dans un découpage conceptuel différent du nôtre, avec des passages sur les arts plastiques grecs, une vaste enquête sur la nature, notamment la faune, les végétaux et les minéraux, ainsi que des passages sur les arts et techniques. C'est une somme de connaissances scientifiques qui a longtemps été une référence. L'enluminure que nous allons étudier a été produite durant la seconde moitié du XIIe siècle, dans une période de renaissance. Pour le Moyen Âge, il s'agit d'une période de renouveau du monde culturel avec des bouleversements économiques, politiques, religieux, commerciaux et culturels. En quoi cette enluminure témoigne-t-elle des mutations de son époque et du pouvoir au XIIe siècle? Dans un premier temps, nous ferons une analyse descriptive de l'enluminure. Puis, nous étudierons Pline l'Ancien et sa relation avec les autres personnages présents sur l'enluminure, et enfin, nous verrons en quoi l'enluminure reflète les mutations et influences de son époque dans un contexte de redécouverte de l'Ancien Monde. Cette enluminure d'un manuscrit de la Naturalis Historias, Histoire naturelle, a été réalisée au XIIe siècle. C'est la période que l'on nomme le Moyen Âge tardif qui débute au XIe siècle et se termine au XIVe siècle. Cette enluminure accompagne un extrait de 9 pages du manuscrit de l'Histoire naturelle traduit en latin. L'on ne connaît pas l'auteur, mais on pense que l'enluminure a été produite en Angleterre par un artiste et copiste anglais. Le manuscrit est aujourd'hui entreposé à la bibliothèque municipale de la ville du Mans, en France. Elle n'est pas pachetée, il n'y a pas d'espace réservé aux marges. Elle est parfaitement conservée, il n'y a pas de taches ou de plis. C'est une enluminure en pleine page, c'est-à-dire que toute la page est consacrée au dessin et qu'il n'y a pas de texte. À première vue, ce qui saute aux yeux en voyant cette enluminure, ce sont deux registres, un en haut, l'autre au-dessus, au-dessous, pardon, avec deux registres décorés, euh, avec à l'intérieur de chacun de ces cadres quatre personnages qui sont représentés et mis en scène au premier plan. Ce qui frappe également au deuxième plan, c'est la diversité des couleurs et des motifs des deux cadres, en majorité le rouge, le vert, le jaune. L'on remarque aussi des éléments guerriers sur le côté gauche en haut du cadre du premier registre, avec une épée, un bouclier, un casque et un drapeau. Et enfin, au troisième plan, on a un fond décoré avec des dessins de bâtiments colorés qui rappellent le style architectural romain. Dans cette enluminure, on a une verticalité puis une horizontalité des décors en bande. On ne sait pas pourquoi, mais on s'est posé la question. En tout cas, les motifs du cadre du deuxième registre font penser aux colonnes romaines de temples ou palais, ou même à des fondations d'une grande cathédrale. Il y a peut-être ici un message symbolique ou religieux derrière tout ça, mais bien sûr, il s'agit d'une hypothèse. Toutefois, les couleurs vives des cadres représenteraient un monde divin. L'on retrouve les mêmes couleurs sur les bâtiments en arrière-plan. L'auteur voulait certainement symboliser l'idée d'une influence sur la société visible sur l'architecture. Pline l'Ancien est représenté sous les traits d'un chevalier lettré qui est représenté au premier registre.
assis, juste avant d'écrire sur un parchemin, il semble tailler une plume à la lumière d'un candélacre, c'est un chandelier, qu'un assistant ou serviteur tient vers lui. Et dans le second registre, du dessous, on a une deuxième fois Pline représentée et habillée en chevalier qui cette fois-ci remet son manuscrit à un souverain. Alors on peut d'emblée noter une hiérarchisation des personnages représentés, déjà par la différence des tailles entre les personnages, mais aussi par les vêtements et les postures de chacun d'eux, mais on approfondira cela plus tard. Néanmoins, l'on peut observer une ligne de lecture globale de la scène avec, dans le premier registre, l'esclave ou l'assistant qui fait un geste de servitude vers Pline. Pline, lui, qui est assis dans une position qui rappelle la posture d'une grande figure ou personnage saint. Dans le second registre, c'est Pline qui fait le geste de servitude vers le souverain Vespasien. Il se courbe, il s'agenouille presque vers le souverain pour lui remettre ce qui semble être l'histoire naturelle. Ici, la présence de l'esclave sert surtout à valoriser Pline. Sur l'épaule droite de Pline, il y a ce qui semble être un œil dessiné qui peut-être représente la croyance et sagesse, la clairvoyance et sagesse de Pline, ou peut-être s'agit-il juste d'une simple coïncidence où le drapé de son vêtement donne l'illusion d'un œil avec une croix comme pupille. Dans le second registre, où Pline délaisse ses vêtements richement décorés pour porter sa tenue de guerrier en côte de maille et ses accessoires guerriers que l'on retrouve au premier registre, il faut savoir que Pline a eu un passé militaire. Il a servi en 47 après Jésus-Christ comme tribun en Germanie dans les guerres entre Romains et Germaniques et a aussi accompagné le futur empereur Titus. Concernant le souverain, il est en posture de majesté. On a trois éléments évidents du personnage en majesté. La couronne, le spectre et le trône. Il est toujours assis sur un siège spécifique qui le distingue et il a toujours quelque chose sous les pieds qui le sépare du monde des mortels. Et il tient des objets symboliques, sur la tête une couronne ou un couvre-chef. On a cette structure d'image qui fait le roi, une image d'une autorité régnante et le souverain n'est jamais représenté nu-tête, ni debout, mais assis. Rester assis, c'est dire je suis tellement puissant que je n'ai pas besoin de me mettre debout devant la personne qui vient me voir. C'est un symbole de puissance. D'ailleurs, le souverain, bien qu'il soit assis, reste très grand comparé à Pline. Il est vu parfaitement de face, il est parfaitement vertical, les pieds, les genoux et les chevilles et les mains sont à la même hauteur. Pour la posture, on peut comparer ce souverain à l'enluminure d'Othon III, 997 000, où Othon III est représenté par la même posture et a les mêmes objets qui symbolisent l'autorité régnante. À la nuance près que le souverain de notre enluminure a la tête légèrement tournée à gauche, mais c'est certainement fait exprès, euh, tout simplement pour un souci fonctionnel et esthétique. Le style vestimentaire est le même. À noter aussi que Pline a le même manteau que Othon III. Autre chose, les cadres décorés font penser à la même cortina derrière Othon III qui fait la séparation entre les divins personnages et le monde des mortels. Donc pour revenir à ce qui caractérise l'autorité régnante, on a le trône qui sert à distinguer le roi du commun des mortels. C'est un symbole emprunté aux Romains. On a ensuite le spectre, c'est le symbole du pouvoir temporel. On a également le manteau, c'est un signe important de la majesté. Le drapé, c'est si on étudie le drapé, ses vêtements sont lourds, ils sont également colorés, de couleurs légèrement vives. Ensuite, on a la barbe, qui est aussi un élément distinctif qui symbolise le savoir et la sagesse. On peut dire que les personnages représentés ne sont pas des portraits fidèles à la réalité, mais plutôt des faces.
car les traits des personnages ne sont pas représentés et tous les visages se ressemblent, ou en tout cas celui de Pline et de l'empereur. On est devant des faces, c'est-à-dire que ce qui veut dire qu'on est devant des hommes et non des portraits, et aussi car on est à une époque où l'on ne fait pas de portraits. Donc il y a une volonté de montrer que ce sont les symboles qui font du souverain le porteur de l'autorité publique et de Pline un homme lettré, un grand homme lettré. Ce que l'on comprend de cette enluminure, c'est que on est au XIIe siècle. Il y a là la redécouverte d'anciens textes classiques romains, grecs et arabes. Il est représenté une transmission du savoir de l'ancien monde au monde du XIIe siècle par la redécouverte d'auteurs anciens, et les souverains sont les nouveaux intellectuels et gardiens de ce savoir. On peut observer une médiévalisation de l'Antiquité. Si on prend l'exemple du bouclier, il est là pour rappeler le passage militaire de Pline, mais il a aussi une présence symbolique par le lion qui est représenté dessus. Il faut savoir que l'héraldique, la science des blasons, a une place importante au Moyen Âge. Ce lion est là pour symboliser une victoire militaire, l'ennemi vaincu et une bestialité positive. Ce genre de symbole, on ne le trouve pas chez les Romains. L'on remarque ensuite des fibules qui font office à la fois de cadre pour les deux registres, mais aussi de colonne. C'est un élément architectural romain qui, dans cette enluminure, est utilisé pour symboliser la construction d'une œuvre imposante. Cela peut être un palais ou des projets sur le long terme, ou même des changements au sein d'une société. On a également le style architectural romain qui est repris façon médiévale avec des couleurs, et on a également les éléments décoratifs comme les signes, les croix qui sont représentés un peu partout dans le décor, dans le cadre décoré, notamment sur les vêtements de Pline, certainement pour rappeler le monde germanique et son souverain. La présence de croix peut également symboliser une influence et un changement au sein de l'Église, puisqu'à cette époque, des réformes religieuses sont menées. Au mur, on retrouve sur le premier registre des couleurs variées, à savoir des couleurs foncées comme du vert sinople et des couleurs plus vives comme du rouge gueule et du jaune or. Sur la troisième bande rouge, en partant de la droite, on peut également apercevoir des décorations avec des motifs floraux. Sur le deuxième registre, on retrouve les mêmes couleurs plus du noir sable. On y voit également des décorations en forme d'arceau, probablement une représentation de bâtiments. Cette volonté de décorer les murs intérieurs est une habitude médiévale, mais dans l'Antiquité, les murs n'étaient pas décorés et restaient de couleur unie. Les décorations dans la Rome antique consistaient en une série de mobiliers conçus soit entièrement, soit en partie pour la décoration. Ces couleurs ainsi que ces motifs démontrent une influence importante dans la vision médiévale quant à la représentation des scènes antiques. Ces scènes sont alors représentées telles que l'on pourrait se l'imaginer au cours du XIIe siècle, avec la volonté d'exprimer la différence avec les autres habitations en colorant les murs, ainsi que la marque du pouvoir avec des motifs pour montrer l'influence et la richesse culturelle. Durant l'Antiquité, ces décorations n'étaient pas nécessaires, car on pouvait juger de la classe sociale à partir de la matière avec laquelle était construite l'habitation, ainsi que de sa taille. Sur le mur, on peut apercevoir une enseigne, une lampe accrochée au mur, un casque et une épée. L'idée de la torche n'est pas une composante propre au Moyen-Âge, car des torches accrochées au mur pour s'éclairer étaient déjà utilisées bien avant, dans des périodes antérieures. Mais les trois autres éléments sont plus représentatifs de l'époque médiévale. Il s'agit de montrer les attributs du personnage, ici les attributs de Pline l'Ancien. L'enseigne représente la loyauté envers son souverain, et ses effets comme l'épée et le casque représentent le personnage de Pline sous les traits d'un guerrier. Pline est ainsi mis en valeur car il est clairement représenté comme un homme avec de multiples talents. Il est non seulement un érudit, mais aussi un guerrier. Il s'agit ici d'une autre différence entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Si dans l'Antiquité, Pline l'Ancien est un érudit cultivé et lettré en plus d'être un soldat, il n'y a pas forcément de lien entre ces deux aspects de sa vie. C'est un supplément dans sa carrière. Il était un grand érudit, mais il a aussi été un authentique soldat. Mais dans le Moyen-Âge, s'il est cultivé et lettré, il est donc forcément un membre de la noblesse, un guerrier, un chevalier avec ses effets et son propre blason sur son bouclier.
Ainsi, l'enluminure permet d'associer la notion du savoir avec la noblesse et construire une autre base du pouvoir pour les nobles, celui de la connaissance. Les personnages sont aussi importants et font partie intégrante des éléments qui donnent un sens à l'enluminure. La première chose que l'on remarque par rapport à une œuvre relatant un événement antique, c'est le drapé des personnages. Dans le premier registre, le drapé de Pline est souple et détaillé, à la différence de l'esclave, dont le drapé est moins travaillé que le sien. Le drapé de Pline fait référence à une robe, banc argent. On peut apercevoir les très nombreuses ciselures, les replis et même des détails comme l'intérieur des manches. Il semble porter par-dessus une sorte de cape de couleur jaune or attachée au niveau de l'épaule droite. Il s'agit peut-être d'une représentation médiévale de la toge portée par les Romains, même s'il s'agit ici de vêtements amples et avec des larges manches. Il n'y a donc pas de collobium. Le drapé de l'esclave, lui, est moins travaillé. Ici, il présente bien moins de ciselures que pour Pline. Ces vêtements sont moins amples, avec moins de couleurs et des couleurs moins nobles, par exemple l'orange, le vermillon ou l'héliotrope, ainsi que l'édinium. On ne voit pas à l'intérieur de ces manches et les ciselures les plus nettes que l'on puisse apercevoir sont celles de l'intérieur de sa tunique. Ces différences au niveau du drapé marquent clairement la différence de statut entre Pline et l'esclave. Il s'agit d'ailleurs d'une différence que l'on retrouve dans le premier registre entre Pline et l'empereur Vespasien. Ici, les codes sont inversés. Pline se retrouve avec un drapé bien plus simple et avec très peu de ciselures sur sa cotte de maille, à l'exception de nombreuses ciselures présentes sur le vêtement qu'il porte sous sa cotte. C'est à peine si on peut voir l'intérieur de sa manche. Son drapé est encore plus simple que celui de l'esclave sur le registre précédent et même ses couleurs sont moins flatteuses puisqu'il a échangé ses couleurs nobles contre le gris acier de sa cotte de maille, tandis que l'empereur de son côté porte une tunique semblable à celle portée par Pline dans le registre précédent, avec aussi ses nombreuses ciselures. Il porte lui aussi une cape de couleur or-argent. Le drapé et les couleurs sont utilisés pour montrer la place et le pouvoir de l'érudit dans la société. Les deux registres présentent à travers ces éléments une certaine hiérarchie entre les personnages. L'esclave est inférieur à Pline, qui lui-même est inférieur à l'empereur. Si le premier registre représente Pline dans une tenue qui rappelle sa vie en tant qu'érudit et écrivain, le deuxième registre, lui, présente en armure et en armes, le rappel à sa vie de guerrier, lorsqu'il est seul, entouré par des esclaves ou d'autres personnes plus importantes. On peut voir l'influence d'un érudit dans tout son prestige. Être lettré et cultivé est un avantage, ainsi qu'une preuve de grande influence, car dans l'Antiquité ou dans le Moyen Âge, la connaissance consolide le pouvoir. Mais lorsqu'il est en présence de l'empereur, euh, pour peu importe qu'il soit un érudit, il n'est plus qu'un soldat au service de l'empereur. Et un de ces sujets dont le premier devoir est de transmettre son savoir à son souverain. Nous avons ici un parallèle entre la notion de loyauté antique envers l'empereur et la féodalité du Moyen Âge. Dans le premier registre, Pline est assis dans une position semblable à la posture de majesté. Penché sur son plan de travail, il s'occupe de ses affaires, à savoir le fait de tailler sa plume. Ses deux pieds ne touchent pas directement le sol, ce qui lui donne une certaine supériorité, mais il n'est pas complètement assis en majesté. Il jouit donc d'une certaine importance sociale, mais même au sein de son cercle, il n'est pas non plus au sommet de la hiérarchie. L'esclave présent aux côtés de Pline est lui quant à lui bien plus dans une posture de soumission. Si l'un de ses pieds est posé à même le sol, faisant de fait différence entre lui et Pline en matière de hiérarchie sociale, son autre pied est appuyé sur ce qui semblerait être une sorte de marchepied. Cette position implique une forme de soumission. Ce personnage est représenté plus petit que celui de Pline. Il tient un chandelier pour éclairer son maître,
Ainsi, contrairement à Pline, il n'est pas concentré sur une occupation personnelle, mais sur l'occupation de quelqu'un d'autre que lui. Dans le deuxième registre, la position de Pline est très semblable à celle de son esclave dans le registre précédent. Dans la même idée, il a un pied plus bas que l'autre, ce qui lui donne en plus une attitude de soumission. Son personnage est ainsi moins grand que celui de l'empereur et son attention est entièrement concentrée sur lui, signe de dévotion. L'empereur, quant à lui, est en posture de majesté, les pieds qui ne touchent pas le sol, les jambes écartées, le sceptre à la main, la couronne sur la tête, assis sur le trône. Il est plus concentré sur ce que lui donne Pline plutôt que sur Pline en personne. Cette enluminure montre autant de différences sociales entre Pline et l'empereur qu'il n'y en a entre Pline et son esclave dans le registre précédent. Ce qui marque ces registres, ce sont aussi les liens de subordonnés qu'elles véhiculent au moyen de la disposition des personnages, l'un par rapport à l'autre. Dans le premier registre, comme dit précédemment, le personnage de Pline l'Ancien n'est pas concentré par l'autre personnage, celui de l'esclave. Il est entièrement concentré sur sa propre affaire, à savoir le fait de tailler sa plume. Cela montre une attention particulière à son rôle d'érudit. L'esclave, lui, tient un chandelier pour éclairer Pline. Il s'agit ici d'une opposition entre les deux personnages, une opposition qui montre aussi bien la dévotion de Pline à son travail que celle de l'esclave envers Pline. En effet, contrairement à Pline, l'esclave n'est pas occupé par un travail qu'il mène pour lui-même, il veille à ce que Pline ne manque de rien pour accomplir son travail. Il y a là une véritable relation de subordonné, car le rôle de Pline est de faire son travail, tandis que celui de l'esclave est de s'assurer que Pline soit en mesure de faire son travail. Mais on voit aussi ce qui ressemble à une situation de codépendance, car on voit clairement que Pline est le maître de son esclave, mais on voit aussi que Pline a besoin de lui pour continuer son travail. Dans l'enluminure suivante, Pline s'occupe toujours de son travail, mais cette fois-ci il ne le fait pas pour lui, mais pour l'empereur. Il porte des habits officiels, dont sa cotte de maille et ses effets, à la place d'habits plus confortables qu'il portait dans le registre précédent. Comme dans le registre précédent, on a ce qui ressemble à une relation de codépendance, puisque Pline dépend de l'empereur. Et pour preuve, il porte une tenue appropriée par son audience auprès de l'empereur et il lui témoigne du respect. Mais de son côté, l'empereur reçoit lui aussi quelque chose de la part de Pline. Dans ces deux registres, on a une représentation qui implique qu'un des deux personnages dispose d'un ascendant sur l'autre, mais aussi que ce personnage visuellement supérieur dépend d'une manière ou d'une autre de l'autre personnage. En premier lieu, Pline dépend de son esclave pour l'éclairer, tandis que par la suite, l'empereur dépend de Pline pour disposer du savoir. Cette enluminure introduit, au travers de la relation de codépendance, l'idée de la transmission du savoir. Dans le premier registre, on peut voir que Pline transmet son savoir de manière involontaire. En effet, de par son travail, d'esclave, Pline transmet son savoir à ce dernier en le laissant regarder pendant qu'il pratique. Cela peut aller de la plus simple des procédures à des pratiques plus complexes, comme l'affûtage de sa plume, représentée dans le registre. Dans le deuxième registre, Pline honore son allégeance envers l'empereur. Comme dans le premier registre, il transmet son savoir, mais cette fois-ci, il le fait de manière tout à fait volontaire. Cette fois, ce n'est pas le travail de son interlocuteur qui permet indirectement la transmission du savoir. La transmission directe du savoir est cette fois le travail de Pline. Ce faisant, il respecte ainsi ses obligations envers son souverain. Cette transmission se fait dans le respect total de l'empereur, puisque Pline lui donne son manuscrit en le tenant à deux mains, un peu à la manière d'une offrande. Dans cette scène, Pline joue un double rôle, celui d'un chevalier faisant preuve de respect et d'allégeance envers son empereur, et celui d'un érudit qui honore son devoir en apportant le savoir et la connaissance à l'empereur, et donc un homme de lettres qui instruit son souverain. D'un point de vue culturel, le paradoxe de cette enluminure est que les habitants du Moyen Âge ont bâti leur culture sur ce qu'ils ont hérité de la culture de l'Antiquité, en particulier celle de la Rome antique, couleurs, codes, etc. Pour enrichir leur culture, ils se sont énormément inspirés de la culture antique dont ils se sont appropriés et quelque peu transformés afin de la revendiquer. Ils ont transformé une partie d'une riche culture pour bâtir cette culture médiévale, mais malgré tous leurs efforts pour revendiquer leur culture médiévale, s'excluant ainsi aux autres cultures, ils affirment pourtant être des Romains et pensent être les héritiers de la culture romaine, ce qui est paradoxal pour une civilisation qui est allée jusqu'à absorber une culture pour bâtir la sienne.
On est à la Renaissance, où cet essor culturel et intellectuel de l'Occident du XIIe siècle s'est fait grâce à différents facteurs, notamment la croissance démographique, les déchiffrements, l'extension et mise en valeur des terres, l'essor urbain, c'est-à-dire que le travail intellectuel est désormais avant tout urbain et non plus monastique, l'essor des écoles urbaines, le progrès des échanges et de l'économie monétaire. Il y a aussi des réformes religieuses par laquelle la chrétienté vit une profonde mutation structurelle et culturelle. Les réformes grégoriennes sont menées par la papauté et notamment les papes Léon IX et Grégor VII. Elles consistent tout d'abord à donner l'indépendance au clergé, c'est-à-dire que les laïcs ne pourront désormais plus intervenir dans les nominations. En deuxième lieu, imposer le célibat aux prêtres et le mariage aux chrétiens laïcs. Dans un troisième temps, elle consiste également à l'affirmation du pape, notamment avec la création d'un collège de cardinaux qui élit le nouveau pape et la multiplication des interventions du pape. Et enfin, elle constitue également en la garantie du travail des moines avec le contrôle des comptes de l'Église. C'est également durant cette période que se développe progressivement la scolastique. Il s'agit d'une philosophie qui consiste à concilier l'apport de la philosophie grecque avec la théologie chrétienne. Enseignée durant cette époque médiévale, la scolastique est un mouvement qui jouera un rôle très important dans l'évolution des mentalités au cours du XIIe siècle. Jacques Le Goff est un historien médiéviste français, 1924-2014. Il étudie surtout l'anthropologie médiévale et l'histoire des mentalités. Selon lui, l'un des traits caractéristiques de la Renaissance du XIIe siècle est l'émergence d'une classe lettrée des intellectuels médiévaux. Pour donner des exemples d'intellectuels, on peut citer Abélard pour le plus connu. C'est un philosophe, dialecticien et théologien chrétien et père du scolastique. On peut aussi citer Anselme, 1033-1109. C'est un moine bénédictin, fondateur de la théologie scolastique et cherche à concilier la foi en Dieu et la raison humaine. La mutation politique et le droit romain et la valorisation de la souveraineté donnent une indéniable dimension politique à la Renaissance du XIIe siècle. En effet, la chevalerie tend de plus en plus à se confondre avec la noblesse dirigeante, comme on peut le voir avec Pline représenté en guerrier et Pline représenté en homme lettré. Les mythes faisant du chevalier un être mal dégrossi qui balance entre la brutalité de sa fonction et la rudesse de son milieu ne sont plus de l'ordre du jour. Désormais, la chevalerie manifeste un intérêt pour la littérature et en particulier les poèmes. Les chevaliers deviennent lettrés et courtois et deviennent plus charitables envers leurs prochains. C'est une période où beaucoup d'intellectuels sont représentés dans des enluminures, comme ici dans ces enluminures du XIIe siècle. Par exemple, la miniature où est figuré Pierre Lombard écrivant, posé sur une lettrine. C'est un théologien scolastique et évêque italien du XIIe siècle. L'on retrouve le même genre de représentation sur l'enluminure où le copiste Eberhard remet son livre à Galles. À noter que l'on retrouve le même style décoratif en bande sur notre enluminure. Et c'est la même chose pour la lettrine où des religieux demandent à Grégoire d'écrire. Ce dernier remet son livre à Léandre de Séville. Ces enluminures sont certes différentes, mais toutes ont le même message, c'est celui de donner l'idée d'une transmission de savoir. Il faut savoir que ces représentations en enluminure, qui est un art majeur de l'époque médiévale en Europe, sont très courantes du XIIe au XIVe siècle. Les écoles urbaines vont connaître un essor. Les disciples vont s'entraîner à faire des dédicaces, biographies et enluminures. C'est ce qui explique peut-être la différence des styles de peinture. C'est la diversité des écoles qui ont fleuri et qui ont leur propre style de représentation, mais globalement, elles restent les mêmes pour chaque école à quelques nuances près. Le terme quadrivium commence ainsi à se reformer. Il désigne donc l'ensemble des 4 sciences mathématiques dans la théorie antique: l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. À cette époque, on parle donc aussi de la montée de l'humanisme, un courant de pensée au sein duquel l'homme est au centre de la pensée. On réfléchit sur sa place dans la création. Il s'agit donc de l'essor des sciences, et certains lettrés commencent d'ailleurs à s'attacher à l'idée de l'homme microcosme.
L'ouverture des textes anciens dans l'éducation inspire aussi beaucoup d'œuvres littéraires, surtout des poèmes épiques où on observe une multiplication de biographies et de notamment sur la vie des saints. On voit également les plus grandes études et les plus grands érudits donner à leurs textes des titres à la consonance grecque, comme Métallogikon ou Didascalicon. Il y a enfin l'idée de renouer avec une culture latine passée. Le but n'est pas de la ressusciter, mais plutôt de la rajeunir et de la mettre au goût du jour. Cette enluminure témoigne des changements dans la place du savoir et de l'érudit par rapport au pouvoir en passant par des scènes de l'Antiquité, mais sous un aspect médiéval. Elle associe l'idée de savoir à la noblesse et, dans l'idée de transmettre ce savoir, renvoie au lien de codépendance que l'on retrouve entre Pline et l'empereur, mais aussi entre Pline et l'esclave. Elle traduit aussi des efforts faits pour bâtir une culture uniquement médiévale, mais en s'inspirant et en se réclamant de la culture antique, ce qui représente ici un paradoxe. Plus globalement, cette enluminure, c'est aussi une porte ouverte sur toute une époque de changement et mutation, avec des influences religieuses, historiques et culturelles, mais c'est aussi et surtout l'illustration de nouvelles façons de penser, de nouveaux idéaux au temps des cathédrales dans un siècle qui influencera le suivant.